précision et la transparence de vos réponses. On a pas mal de questions inscrites, pas plus d'une minute chacun. Patricia Lemoine pour Renaissance. Oui, merci, Monsieur le Président. Beaucoup d'éléments ont été d'ores et déjà abordés et concentrés beaucoup sur l'évasion fiscale. Vous me permettrez donc de m'attarder plutôt sur la fraude fiscale et valoriser les efforts qui ont été déployés par le gouvernement pour mieux identifier, sanctionner et récupérer les sommes qui sont soustraites illégalement à l'impôt, et notamment en ce qui concerne la TVA. Le ministre Gabriel Attal nous a récemment annoncé qu'il y avait près de 2,2 milliards qui avaient été récupérés l'année dernière et que cette somme, évidemment, est encore loin des montants qui pourraient être récupérés puisque, d'après la Cour des comptes, c'est près de 15 milliards d'euros qui échappent aujourd'hui à la TVA. Alors, pour lutter plus efficacement contre cette fraude, le ministre mise sur la facturation électronique entre les entreprises qui devrait rentrer en vigueur l'année prochaine. À combien estimez-vous de votre côté cette fraude spécifique à la TVA? Et pensez-vous que cette nouvelle réglementation sera suffisante pour récupérer les sommes qui échappent à l'impôt? Et sinon, quelles seraient les pistes qui seraient envisageables? Je vous remercie. Merci. Mathilde Paris pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présence, Monsieur Zuckman, et de ces échanges fort passionnants. En matière d'évasion fiscale, la France semble souffrir d'un double aveuglement. Le premier tient dans la notion particulièrement floue d'évasion fiscale, regroupant à la fois la fraude délibérée et l'optimisation fiscale agressive dans le but d'échapper à l'impôt. Ce flou permet aux multinationales de s'abriter derrière le principe de liberté d'entreprendre. Le second tient dans l'absence de transparence, notamment sur les bénéficiaires des trusts et des sociétés écrans situés dans les paradis fiscaux, et l'absence de traçabilité du lieu où l'activité économique réelle de la société est réalisée. Les dispositifs mis en place jusqu'ici se révèlent insuffisants. Pour lutter contre ce fléau, qui prive notre pays de recettes fiscales considérables, puisqu'on parle de 80 milliards, nous avons besoin de définir clairement ce qu'est l'évasion fiscale, d'améliorer la transparence en imposant par exemple la fin du secret des comptes des multinationales, des trusts et des sociétés écrans, et enfin de renforcer les contrôles en donnant plus de moyens au ministère de l'économie pour réaliser cette mission, mais aussi de renforcer les sanctions et poursuites judiciaires véritablement dissuasives. Merci. Tout en s'assurant de leur exécution réelle. Merci. Monsieur Zuckman, je pose quand même ma question. À votre avis, voilà, quel est aujourd'hui l'élément à prioriser pour lutter en France contre ce phénomène d'évasion fiscale sans pour autant créer une pénalisation pour notre économie? Merci. Merci. Je crois qu'on a compris la question. Frédéric Cabrolier pour le RN. Merci. J'ai vu que la collecte par rapport à la fraude fiscale du fisc était de 10 milliards d'euros. On estime que l'évasion fiscale, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Donc il y a de la marge. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'inversion de la charge de la preuve. Je m'explique, on a reçu donc un spécialiste des frais de transfert dans une mission. Et il s'agirait, dans un nouvel article du livre des procédures fiscales, de créer... il pourrait être créé indiquant qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal, lorsqu'un des critères de raisonnabilité ont été détectés, alors les critères de raisonnabilité, je vous en cite un par exemple, le contribuable détient déjà des filiales dans les paradis fiscaux, et donc il incombe au contribuable ou à l'entreprise d'apporter de manière claire, intelligible et indiscutable la preuve que les opérations questionnées sont conformes aux règles en vigueur et n'occasionnent aucune minoration de l'impôt. Il s'agit donc d'inverser la charge de la preuve. Le contribuable ou l'entreprise poursuivie doit donc être considéré a priori de mauvaise foi, alors que c'est l'inverse aujourd'hui. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci. Merci. Essayez vraiment de rester dans la minute. Charles Sistenstool pour Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Zuckman, j'aimerais vous interroger sur le sujet de la taxation des géants du numérique que vous avez un peu effleuré, mais je pense que ce serait intéressant que vous développiez un petit peu. Donc notre pays s'est honoré en 2019 de la création de la taxe sur les services numériques, d'ailleurs, qui avait été plutôt consensuelle ici, à quelques exceptions près.
Le rendement de la taxe est maintenant de près d'un demi-milliard d'euros. Ce n'est pas rien. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous pensez de notre TSN française, et puis là aussi que vous nous fassiez part de votre analyse des difficultés qu'il y a à trouver un accord international. Est-ce que vous pensez que le retour à l'Europe est souhaitable? On l'avait voulu d'ailleurs il y a 5 ans, mais il avait été compliqué. Est-ce que vous pensez que les esprits sont plus mûrs à ce qu'il y ait une taxe européenne sur les services numériques? Merci. Daniel Labaronne. Merci, Monsieur le Professeur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, merci pour votre intervention. Quelques questions rapides. Vous parlez du patrimoine des plus riches, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux parler de patrimoine virtuel, parce que ce patrimoine est sensible à l'évolution économique et peut connaître des variations très importantes en fonction de la fluctuation de la bourse. Par ailleurs, quelle appréciation portez-vous sur le fait que la France redevienne le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette performance et les réformes de la fiscalité du capital que nous avons entreprises? Et par ailleurs, comment expliquez-vous que, malgré ce que vous dites, le taux effectif moyen de l'IS soit parmi le plus élevé de l'Union européenne? Merci beaucoup. Merci. Dominique Da Silva. Merci, Monsieur le Président. Je m'étonne, Monsieur Zucman, que vos analyses n'abordent pas l'évasion et la fraude fiscale sous l'angle de l'argent liquide détenu par les ménages français, quel que soit leur niveau de vie, parce que vous abordez uniquement sous le prisme des grandes fortunes. Il est bien entendu qu'avec la carte bancaire quasi gratuite aujourd'hui, cela remplace de plus en plus les transactions en chèque et en liquide, mais les paiements en espèces ont encore de beaux jours. En 2012, le montant de l'argent liquide détenu par les ménages dans l'Hexagone était de 132,5 milliards. En 2020, ce montant est passé à 225 milliards d'euros. C'est soit plus de 3 300 euros par Français. Alors, même si les billets et les espèces sont utiles pour l'achat d'objets d'occasion, pour prendre un café ou payer son pain, ce besoin pratique ne peut pas expliquer la détention d'aussi grosses sommes d'argent dans certaines maisons. Donc, pas besoin, je pense, d'être un éminent économiste pour comprendre que la détention d'aussi grosses sommes d'argent liquide peut être révélatrice d'une fraude fiscale ou sociale. Je pense au travail au noir, au trafic de drogue, au réseau de prostitution, autant d'activités illégales qui ont besoin d'argent liquide et de l'anonymat qui l'apporte. Donc, quelle évaluation faites-vous de la fraude, notamment à la TVA, à travers la détention d'argent liquide? Je vous remercie. Merci. Charles de Courson pour le groupe Lyot. Oui, monsieur le professeur, vous avez rappelé que dans l'ex-ISF, il y avait 2 problèmes. L'exonération des biens professionnels, on appelait ça l'outil de travail, puisque ça a été voté par nos collègues socialistes, il faut quand même le rappeler. Ils avaient peut-être quelques raisons de le faire. Et le plafonnement IR plus IS plus taxe foncière à 70%. Mais là, on se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'au-delà de 70%, c'était une atteinte au droit de propriété. Alors pourquoi je rappelle cela? Parce que vous l'avez rappelé, mais je voudrais commenter vos 3 hypothèses pour contourner. Taxer le capital, c'est une vieille idée de Maurice Allais dans son bouquin sur l'impôt sur le capital. Mais la contrepartie de cela ne serait-elle pas de supprimer à ce moment-là les droits de succession et d'avoir un taux faible et pas un taux progressif? C'était l'idée de Maurice Allais. Votre deuxième idée, ce serait soumettre au barème. Mais le barème, on est à 45 plus 25, je fais simple, à 70%, mais à ce moment-là, il faut supprimer l'ISF IFI et d'être cohérent. Et puis votre troisième idée, l'idée de taxer les bénéfices non distribués dans les revenus des propriétaires. À la limite, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on supprime l'ISF IFI. Enfin, faut être cohérent. Alors, que pensez-vous de ces 3 hypothèses? Merci. Fabien Di Filippo pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Zucman et Madame la rapporteure. Quand on assiste à un niveau élevé, en tout cas d'optimisation fiscale, parce que la fraude reste quelque chose d'illégal qui est contrôlé, c'est qu'il y a un système fiscal très très lourd. Et alors, plus il est lourd, plus il est complexe pour donner des possibilités d'allègements fiscaux qui soient ciblés. Donc si c'est les plus riches
qui en bénéficient, c'est parce que c'est eux qui ont les moyens d'investir dans les dispositifs incitatifs. Ça veut dire que plus l'impôt va être lourd, plus on va assister à ce type de déséquilibre. Donc est-ce que vous ne pensez pas que les problématiques sur ce point d'optimisation fiscale et de déséquilibre des taux marginaux d'imposition auxquels on peut assister en France ne sont pas liées tout simplement au fait que notre système fiscal soit à la fois trop complexe et trop lourd, notamment pour les acteurs économiques? Merci. Eva Sass pour le groupe écologiste. Non, ah bon. Marina Ferrari pour le groupe Modem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Zucman, merci pour votre présence. Moi, j'ai relevé 2 points dans vos propos qui m'ont un peu étonnée. Le premier point, vous disiez que l'impôt sur les sociétés était une taxe minimale sur les très riches. Pour moi, ça semble nier en fait la situation de nombreux chefs d'entreprise, patrons de TPE et PME, qui payent de l'impôt sur les sociétés, dont les structures payent de l'impôt sur les sociétés sans que ces chefs d'entreprise puissent être considérés comme des très riches. Deuxièmement, sur la distribution des dividendes ou des salaires, vous avez dit que c'était soit l'un, soit l'autre. Là encore, au niveau des TPE et PME, bien souvent, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut avoir un mixte et bien souvent, malheureusement, aujourd'hui, dans nos TPE, PME, il n'y a pas de dividendes distribués puisque l'activité ne le permet pas. Ceci étant rappelé, vous avez pointé du fait que les dividendes pouvaient être un vecteur important d'évasion fiscale. Vous le savez, mon groupe a proposé un amendement allant dans le sens d'une taxation supplémentaire sur les dividendes exceptionnels pour les grandes entreprises afin de financer des mesures de solidarité nationale. Notre idée était que cette taxation supplémentaire pouvait inciter l'entreprise à aller davantage sur les investissements ou sur une hausse des rémunérations. Que pensez-vous d'une telle mesure et de ses impacts éventuels sur le niveau économique? Merci. Merci. Nicolas Sansu pour le groupe GDR. Merci, Président. Monsieur Zucman, juste d'abord pour vous remercier de votre présence, redire à mes collègues que vous serez invités très bientôt sur la mission d'information fiscalité du patrimoine. Et dans ce cadre-là, voir qu'à la fois, en même temps que les ultra-riches ont un taux de prélèvement obligatoire très bas par rapport au reste de la population, voir que les patrimoines ont explosé. Et je sais que vous avez travaillé sur la question de la société d'héritiers qui est en train d'arriver. Et ne pensez-vous pas que les mesures qui ont été prises, suppression de l'ISF, flat tax et baisse d'IS, a contribué justement à faire gonfler les patrimoines des ultra-riches? Merci. J'ai plus d'inscrits. Moi, j'avais une question que j'ai oubliée tout à l'heure sur la question des paradis fiscaux. Il y a les paradis fiscaux sur les listes officielles et puis les paradis fiscaux comme l'Irlande, Luxembourg, Malte qui arrivent en tête en réalité de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous préconisez pour justement faire en sorte que, protégés par le fait qu'ils sont l'Union européenne, ils puissent être délimités comme paradis fiscaux? Charlotte Leduc pour une question conclusion et on laissera Gabriel Zucman conclure. Oui, merci. J'avais une petite question sur un argument qu'on entend souvent qui est si on augmente l'impôt des plus riches et notamment sur les grandes entreprises, on risque de favoriser la désindustrialisation du pays. Je voulais savoir ce que vous en pensez, qu'en est-il réellement et ce que dit éventuellement la littérature économique sur le sujet. Merci. À vous. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Sur l'imposition des grandes fortunes et le lien potentiel avec la désindustrialisation du pays, ce qui permet aussi de répondre à la question qui a été posée sur y a-t-il un lien entre l'augmentation des investissements directs étrangers en France et les réformes fiscales qui ont été menées depuis 2017. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire le lien parce que la façon dont l'ISF où fonctionnait et l'impôt sur le revenu fonctionne, c'est vous êtes imposable sur votre patrimoine mondial et sur vos revenus mondiaux. Et vice-versa, les personnes, les investisseurs non résidents qui investissent en France n'avaient pas à payer l'ISF en France et n'avaient pas à payer l'impôt sur le revenu en France. Donc le fait qu'on ait baissé l'impôt sur le revenu via la flat tax et qu'on ait supprimé l'ISF, conceptuellement, ça n'a pas de raison d'affecter le niveau d'investissement étranger en France. D'accord ? Parce que ces réformes fiscales-là ne changent pas l'imposition des non-résidents. D'accord ? La seule réforme qui peut avoir contribué qui peut avoir
théoriquement un effet sur le niveau d'investissement étranger en France, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Donc ça, on peut en débattre. Mais en tout cas, clairement, la suppression de l'ISF, la flat tax sur les dividendes, ça n'a aucune raison d'affecter le niveau d'investissement étranger en France. Sur les questions de liste de paradis fiscaux, effectivement, l'approche la plus logique consisterait à se fonder sur des critères objectifs du type montant de bénéfices enregistré par tête, mettons, ou par employé dans les différents pays. Par exemple, si on regarde les filiales de multinationales étrangères qui opèrent en France, on voit que pour 1 euro de salaire versé dans ces sociétés, ces entreprises enregistrent de l'ordre de 20 centimes, 30 centimes de bénéfices. C'est vrai dans tous les autres pays qui ont une fiscalité moyenne ou relativement élevée. Maintenant, si vous regardez un pays comme l'Irlande, pour 1 euro de salaire qui est payé à des employés de multinationales étrangères qui opèrent en Irlande, ces sociétés irlandaises enregistrent en moyenne 8 euros de bénéfices. Si vous regardez ce qui se passe à Porto Rico, pour 1 dollar de salaire payé, en moyenne, les profits enregistrés sont de 13 dollars. Donc avec des indicateurs de cette nature, on peut établir des listes plus objectives des paradis fiscaux. Il y a une question très intéressante sur le lien entre le patrimoine des très grandes fortunes françaises et la régressivité au sommet de la distribution du système fiscal français. Et effectivement, le fait, il y a 2 faits qu'il faut noter. C'est la très grande prospérité des grandes fortunes françaises, qui est soulignée par toutes les grandes banques internationales qui font des rapports sur les classements de fortune, que ce soit UBS ou les classements Forbes, qui année après année, ou Challenge en France, soulignent non seulement la très grande prospérité des milliardaires français, mais le fait que leur fortune croît particulièrement vite par rapport à ce qui peut s'observer dans d'autres pays depuis une quinzaine d'années. Et il y a tout un tas de raisons. Il y a des raisons qui peuvent être un peu spécifiques à la nature de l'activité des entreprises qui sont possédées par ces milliardaires, mais sans doute une partie de l'explication, c'est la très faible taxation des patrimoines et des revenus de ces milliardaires. Encore une fois, la possibilité de toucher des dividendes sans avoir à payer aucun impôt sur le revenu ou presque, qui est pas une situation qu'on retrouve dans un pays comme les États-Unis, mais qui est systématique en France d'après les travaux disponibles sur cette question, bien sûr ne peut que contribuer à un effet, boule de neige sur les inégalités de patrimoine. C'est-à-dire si vous êtes très très riche, si vous êtes milliardaire, et en plus de ça, on dit tous vos revenus, vos dividendes, vous avez le droit de les épargner et de les réinvestir sans avoir aucun impôt à payer, quand pour le reste de la population, vous devez payer 30% au moins de flat tax avant de pouvoir épargner et réinvestir quoi que ce soit. Ça ne peut que contribuer, à l'évidence, à renforcer la concentration des richesses. Je suis parfaitement d'accord sur le constat qui a été dressé en matière de complexité du système fiscal français, et en particulier le fait qu'on a 2 impôts sur le revenu, qui est une anomalie internationale. Les autres pays ont un impôt progressif sur le revenu. La France a une très grosse flat tax, la CSG, CRDS. Dès que vous gagnez 1 euro au niveau du SMIC, vous devez payer quasiment 10% d'impôt à la source, CSG, CRDS. Et en plus de ça, un impôt progressif sur le revenu des personnes physiques qui est mité de niches fiscales. C'est un système particulièrement peu lisible, particulièrement complexe et particulièrement aberrant dans une perspective internationale. Sur l'évasion fiscale en espèces, je simplement mentionnerai le fait que pour mieux comprendre, pour mieux quantifier toutes ces formes d'évasion fiscale, j'insiste qu'il y a une mesure concrète qui pourrait être mise en œuvre en France, qui serait de prévoir un programme de contrôles fiscaux randomisés, aléatoires, pour les particuliers, pour les entreprises. C'est l'outil scientifique, intellectuel, essentiel pour quantifier les différentes formes d'évasion fiscale et ensuite guider le contrôle fiscal. Sur la question plus générale de comment mieux lutter contre la fraude fiscale, est-ce qu'il faut une inversion de la charge de la fraude, etc. Je pense qu'ici, ce qui va être clé, c'est de s'appuyer sur
les règles générales anti-abus qui ont été introduites dans la loi fiscale suite à la transposition de la directive ATAD 2, s'appuyer sur ces clauses générales anti-abus qui disent, je le répète, si une transaction a été conduite avec comme motif principal de se soustraire à l'impôt, cette transaction doit être invalidée du point de vue juridique et constitue de l'évasion fiscale. Donc c'est un principe très puissant qui est encore relativement récent dans le dispositif législatif français, mais sur lequel on peut s'appuyer pour contester un grand nombre de pratiques fiscales